Le paradoxe. Déroutant de l'amour qui fuit. Vous ressentez son amour dans ses regards. Vous le voyez dans ses gestes tendres. Vous l'entendez dans ses mots choisis avec soin. Pourtant, au moment précis où vous pensez qu'il va enfin s'engager pleinement, il disparaît. Il fuit. Pas physiquement peut-être, mais émotionnellement. Il devient distant, occupé, indisponible. Et vous restez là, perplexe, blessé, vous demandant s'il m'aime vraiment, pourquoi fuit-il? Cette question tourmente des millions de personnes à travers le monde. C'est l'un des paradoxes les plus douloureux de l'expérience humaine. Être aimé par quelqu'un qui semble incapable de rester, d'avancer, de s'engager dans la profondeur que vous savez tous deux désirer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les théories profondes de Carl Gustav Jung pour comprendre ce mystère. Car ce que Jung a découvert sur la psyché humaine, sur nos peurs inconscientes et nos mécanismes de défense, éclaire d'une lumière nouvelle ce comportement apparemment contradictoire. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer complètement votre compréhension de cette dynamique. Vous verrez que sa fuite n'a souvent rien à voir avec vous, avec votre valeur ou même avec la qualité de son amour. Elle a tout à voir avec les batailles invisibles qui se livrent dans les profondeurs de son inconscient. Préparez-vous à un voyage dans les territoires cachés de la psyché masculine, guidé par l'un des plus grands esprits de la psychologie moderne. Partie 1. La théorie jungienne de la fuite amoureuse, l'inconscient, le véritable moteur de nos comportements. Pour comprendre pourquoi quelqu'un fuit alors qu'il aime, nous devons d'abord comprendre l'un des concepts les plus révolutionnaires de Jung. La majeure partie de notre psyché est inconsciente. Ce que nous appelons « moi », notre conscience, nos pensées délibérées, nos choix rationnels, n'est que la pointe visible d'un iceberg immense. Sous la surface de la conscience nagent des forces puissantes, des peurs primitives, des blessures anciennes, des patterns automatiques formés dans l'enfance, des archétypes universels. Ces forces inconscientes dirigent nos comportements bien plus que nous ne voulons l'admettre. Quand il vous dit « je t'aime » et qu'il le pense sincèrement, c'est sa conscience qui parle. Mais quand il fuit, c'est son inconscient qui prend le contrôle. Et l'inconscient ne répond pas à la logique, aux promesses ou aux bonnes intentions. Il répond à des impératifs beaucoup plus anciens, formés dans les premières années de la vie. Cette compréhension est cruciale. Sa fuite n'est pas un choix conscient et délibéré. C'est une réaction automatique, déclenchée par des mécanismes psychologiques profonds dont il n'est peut-être même pas conscient. Il ne fuit pas parce qu'il le veut, mais parce qu'une partie primitive de lui perçoit un danger et active la réponse ancestrale, fuir ou combattre. Le complexe d'abandon. La blessure primaire. Jung a développé le concept de complexe, une constellation organisée d'émotions, de souvenirs et de patterns de comportement centrés autour d'une expérience ou d'un thème particulier. Le complexe d'abandon est l'un des plus puissants et des plus destructeurs dans les relations amoureuses. Ce complexe se forme souvent dans l'enfance. Peut-être sa mère était-elle physiquement présente, mais émotionnellement absente, le laissant dans un désert affectif. Peut-être son père est-il parti, créant une blessure d'abandon qui ne s'est jamais refermée. Peut-être a-t-il été placé en institution, envoyé chez des grands-parents, ou séparé de ses figures d'attachement primaires à un moment critique.
Ces expériences ne sont pas de simples souvenirs intellectuels. Elles sont encodées dans le système nerveux comme des menaces existentielles. Pour l'enfant, l'abandon n'est pas une abstraction, c'est une question de survie. Un enfant abandonné est un enfant en danger mortel. Même des décennies plus tard, quand cet enfant est devenu un homme adulte parfaitement capable de prendre soin de lui-même, le complexe d'abandon reste actif dans son inconscient. Et voici le paradoxe cruel. Ce complexe ne se déclenche pas quand il est seul ou avec des personnes qui ne comptent pas. Il se déclenche précisément quand il commence à vraiment aimer quelqu'un, quand il commence à avoir besoin de cette personne. Pourquoi ? Parce que l'amour authentique crée de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité réveille la terreur primitive de l'abandon. Plus il vous aime, plus vous devenez importante pour lui. Plus vous êtes importante, plus le perdre vous serait dévastateur. Et plus cette perte potentielle est menaçante, plus son inconscient crie « danger », fuit avant d'être abandonné. C'est ce que les psychologues appellent l'abandon préventif. Il fuit avant que vous ne puissiez le quitter, reprenant ainsi un sentiment de contrôle sur l'inévitable, selon sa psyché blessée. Abandon à venir. L'ombre masculine, ce qu'il ne peut pas. S'avouer Jung a consacré une grande partie de son œuvre à l'exploration de ce qu'il appelait l'ombre. Tous les aspects de nous-mêmes que nous avons appris à rejeter, à nier, à réprimer parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous voulions projeter ou que notre entourage trouvait acceptable. Pour les hommes dans notre culture, l'ombre contient souvent tout ce qui est perçu comme faible ou féminin. La vulnérabilité, le besoin émotionnel, la dépendance, la peur, la tendresse profonde, le désir d'être pris en charge. Depuis l'enfance, beaucoup d'hommes ont entendu « Les garçons ne pleurent pas, sois fort, ne montre pas tes émotions. L'indépendance est une vertu masculine. Avoir besoin de quelqu'un est une faiblesse. » Ces messages créent une ombre massive où tous les aspects vulnérables et dépendants de l'être sont refoulés. Le problème ? L'amour véritable exige précisément ces qualités que sa culture lui a appris à rejeter. Aimer authentiquement, c'est admettre qu'on a besoin de l'autre. C'est être vulnérable. C'est dépendre émotionnellement de quelqu'un. C'est permettre à quelqu'un d'autre d'affecter profondément notre état intérieur. Quand il commence à ressentir cet amour profond, quand il réalise à quel point il a besoin de vous, son ombre se soulève. Une voix intérieure, inconsciente mais puissante, lui murmure « Tu es faible, tu es pathétique, tu te rends vulnérable, tu perds ton pouvoir, tu deviens dépendant comme un enfant. » Cette honte profonde d'avoir besoin, cette terreur d'être perçu, même par lui-même, comme dépendant, déclenche la fuite. Il ne fuit pas vous, il fuit ces parties de lui-même que votre amour réveille et qu'il ne peut pas encore accepter. L'anima blessé, son féminin intérieur, en guerre Jung, a développé le concept d'anima, l'archétype féminin dans l'inconscient de l'homme. L'anima n'est pas une personne réelle, mais une image intérieure du féminin, formée à partir de ses expériences avec les femmes importantes de sa vie, particulièrement sa mère. Quand la relation avec la mère a été saine, l'anima est positive. Elle permet à l'homme d'accéder à ses émotions, à son intuition, à sa capacité d'intimité. Elle lui permet de faire confiance aux femmes et de se laisser aimer. Mais quand la relation maternelle a été dysfonctionnelle, mère absente, envahissante, imprévisible, manipulatrice ou toxique, l'anima
devient négative. Elle porte en elle la méfiance, la peur et parfois même la rage contre le féminin. Cet anima blessé se projette sur toutes les femmes qu'il rencontre. À un niveau inconscient, vous n'êtes pas seulement vous-même, vous êtes aussi la femme. Et la femme, selon son anima blessé, est dangereuse. Elle est celle qui abandonne, qui engloutit, qui trahit, qui contrôle, qui détruit. Rationnellement, il sait que vous êtes différente de sa mère. Mais l'inconscient ne fonctionne pas sur la logique. Au niveau archétypal, vous portez le visage du féminin, et ce visage active tous les souvenirs, toutes les peurs, tous les patterns associés à son expérience primaire du féminin. Plus la relation s'approfondit, plus cet anima blessé s'active. Elle murmure des avertissements. Elle va te trahir comme ta mère l'a fait. Elle va t'abandonner. Elle va te contrôler. Elle va te détruire. Et sous le poids de ces messages inconscients, il fuit. La terreur de l'engolfement, perdre son identité. Il existe une peur masculine spécifique que Jung et ses successeurs ont identifiée. La terreur de l'engolfement, de l'engloutissement dans le féminin. Cette peur a des racines développementales profondes. Pour qu'un garçon développe son identité masculine, il doit psychologiquement se séparer de sa mère, la première relation fusionnelle. C'est un processus nécessaire, mais souvent traumatique. Il doit rejeter la fusion pour affirmer son identité séparée. Si cette séparation a été difficile, peut-être parce que la mère était trop fusionnelle, refusant de laisser son fils s'individuer, il peut porter une terreur résiduelle d'être avalé par l'intimité féminine, de perdre les frontières de son identité dans la fusion avec une femme. Cette peur n'est pas rationnelle. Vous n'essayez pas de l'engloutir ou de le contrôler. Mais à un niveau primitif de sa psyché, toute intimité profonde avec une femme active l'écho de cette lutte développementale précoce. L'intimité ressemble inconsciemment à une menace contre son identité même. Donc, il fuit. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il doit maintenir un espace psychologique pour préserver son sens du self. La distance devient sa manière de dire « J'existe, je suis séparé, je ne suis pas dissous dans toi ». Ironiquement, cette fuite crée souvent exactement la poursuite qu'il craint. Plus il se retire, plus vous cherchez la connexion, confirmant ainsi sa peur d'être poursuivi et englouti par le féminin. Partie 2. Les manifestations concrètes de la fuite. La fuite physique, disparition et distanciation. La forme la plus évidente de fuite est physique. Après des moments d'intimité profonde, il disparaît littéralement. Il ne répond plus aux messages pendant des jours. Il annule des plans. Il devient soudainement très occupé au travail. Il part en voyage impromptu avec ses amis. Cette fuite physique est une tentative de réguler l'intensité émotionnelle qu'il ne peut pas gérer autrement. Selon la théorie jungienne, quand les émotions deviennent trop intenses et menacent d'émerger de l'inconscient dans la conscience, la psyché cherche des moyens de réduire cette pression. La distance physique crée littéralement de l'espace pour que son système nerveux se calme, pour que ses défenses se reconstruisent, pour que la terreur primitive d'intimité redescende à un niveau gérable. Ce qui est déroutant pour vous, c'est que souvent, cette fuite suit immédiatement des moments de grande connexion. Vous passez un week-end merveilleux ensemble, vous sentez que vous êtes plus proches que jamais, et puis, silence radio, il disparaît. Ce n'est pas malgré le moment merveilleux qu'il fuit, mais à cause de lui.
Cette proximité a été trop intense pour ses mécanismes de défense. Elle a activé trop de vulnérabilité, trop de besoins, trop de dépendance potentielle. Son inconscient a tiré l'alarme et la fuite s'est activée automatiquement. La fuite émotionnelle, présent mais absent. Parfois, la fuite n'est pas physique mais émotionnelle. Il est là physiquement, vous pouvez le voir, le toucher, mais il n'est pas vraiment présent. Ses yeux sont vides, ses réponses sont superficielles. Le homme qui vous regardait avec tant d'intensité et de présence a été remplacé par une coquille polie mais distante. Cette fuite émotionnelle est une forme de dissociation, un mécanisme de défense où la conscience se détache de l'expérience émotionnelle pour éviter la douleur ou la menace. Jung comprenait que la dissociation était une manière pour la psyché de se protéger contre des émotions trop intenses ou menaçantes. Quand l'intimité devient trop profonde, quand ses sentiments deviennent trop intenses, quand sa vulnérabilité devient trop exposée, une partie de lui part émotionnellement. Il reste physiquement présent pour maintenir l'apparence de la relation, mais son essence émotionnelle s'est retirée dans une chambre forte intérieure. Vous sentez cette absence. Vous savez qu'il n'est pas vraiment là, même s'il prétend le contraire. Et cette présence-absence est peut-être plus douloureuse que la fuite physique, parce qu'elle crée une confusion déchirante. Êtes-vous folle de percevoir son absence quand il affirme être présent? La fuite dans le travail, les addictions, les distractions. Une autre manifestation commune de la fuite jungienne est le refuge dans des activités compulsives qui créent une distance émotionnelle sans rupture formelle. Il devient soudainement obsédé par son travail, passant d'innombrables heures au bureau, où il s'absorbe dans un hobby avec une intensité qui exclut tout le reste, où il commence à boire plus, à consommer plus, à se perdre dans des jeux vidéo, le sport, ou n'importe quelle activité qui lui permet de ne pas ressentir. Jung comprenait ces comportements comme des formes de possession par des complexes inconscients. L'homme n'est plus aux commandes de sa vie. Il est littéralement possédé par un besoin compulsif de fuir l'intensité émotionnelle que la relation génère. Ces fuites sont particulièrement insidieuses parce qu'elles sont socialement acceptables, voire valorisées. Il est juste très dédié à son travail. Il a de l'ambition. Il prend soin de sa santé en faisant du sport. Personne ne reconnaît, souvent même pas lui, que ces comportements sont en réalité des mécanismes de fuite, des manières de créer une distance émotionnelle qui semble légitime. La fuite dans le conflit, détruire pour créer la distance. Certains hommes fuient en créant délibérément, bien qu'inconsciemment, des conflits. Ils deviennent soudainement critiques, irritables, trouvent des défauts là où il n'y en avait pas. Ils provoquent des disputes pour des raisons triviales. Cette dynamique peut sembler contre-intuitive. Pourquoi créer un conflit si on aime quelqu'un? Mais selon la théorie jungienne, le conflit sert plusieurs fonctions psychologiques pour quelqu'un qui fuit l'intimité. Premièrement, le conflit crée une distance émotionnelle légitime. Quand vous vous disputez, l'intimité vulnérable disparaît, remplacée par l'antagonisme. C'est inconfortable, mais pour quelqu'un terrifié par l'intimité, c'est moins menaçant que la vulnérabilité de l'amour ouvert. Deuxièmement, le conflit lui permet de projeter sa peur et sa honte sur vous. Au lieu de ressentir « j'ai peur de cette intimité, j'ai honte de mon besoin », il peut transformer cela en « tu es trop exigeante,
Tu es étouffante. Tu es le problème. Cette projection le protège de devoir affronter ses propres dynamiques intérieures. Troisièmement, le conflit peut saboter la relation, créant ainsi la fin qu'il craint. Si la relation se termine à cause d'une dispute qu'il a provoquée, il retrouve un sentiment de contrôle. Il n'a pas été abandonné, il a quitté, même si la dynamique réelle est plus complexe. Partie 3. Le cycle infernal de la fuite et du retour. Le pattern de poursuite-distance. L'un des patterns les plus communs et les plus douloureux dans ces relations est ce que les thérapeutes appellent la danse poursuite-distance. Plus il fuit, plus vous poursuivez. Plus vous poursuivez, plus il fuit. C'est un cercle vicieux qui peut durer des années. Jung comprendrait cette dynamique comme une projection mutuelle de complexes non résolus. Vous portez peut-être un complexe d'abandon qui s'active quand il se retire, vous poussant à poursuivre pour prévenir la perte. Il porte un complexe d'engolfement qui s'active quand vous poursuivez, le poussant à fuir pour préserver son identité. Chacun déclenche l'autre dans une danse inconsciente, parfaitement chorégraphiée. Ni l'un ni l'autre n'est coupable. Tous deux sont pris dans des patterns archétypaux qui dépassent leur volonté consciente. Le tragique dans ce pattern est que chacun crée exactement ce qu'il craint le plus. Vous craignez l'abandon, donc vous poursuivez, ce qui le fait fuir, créant ainsi l'abandon. Il craint l'engulfement, donc il fuit, ce qui vous fait poursuivre, créant ainsi la poursuite étouffante qu'il redoute. Le retour. Après la fuite. Pourquoi revient-il? Voici un aspect déroutant de cette dynamique. Après avoir fui, il revient souvent. Parfois après quelques jours, parfois après des semaines ou des mois. Il réapparaît avec des excuses, des explications, des promesses que cette fois sera différente. Pourquoi revient-il si son inconscient lui dit de fuir? Parce que la fuite résout un problème, mais en crée un autre. En fuyant, il réduit son anxiété d'intimité, mais il active son anxiété d'abandon. Une fois la distance créée et son système nerveux calmé, il se souvient qu'il vous aime, qu'il vous veut, qu'il a besoin de vous. La peur d'intimité s'apaise, mais la peur de vous perdre s'intensifie. Donc il revient. Non pas parce qu'il a résolu ses problèmes fondamentaux, mais parce que l'équilibre de ses peurs a basculé. Maintenant, la peur de vous perdre est plus forte que la peur de l'intimité. Alors, il se rapproche, et le cycle recommence. Rapprochement, intimité croissante, peur d'intimité activée, fuite, distance créée, peur d'abandon activée, retour. Ce cycle peut se répéter indéfiniment si le travail psychologique fondamental de guérison des complexes n'est pas entrepris. Vous êtes piégé dans un pattern qui n'a rien à voir avec la qualité de votre amour, mais tout à voir avec ces blessures non guéries. L'illusion du contrôle. Comment? Ce pattern le protège. Il y a une fonction psychologique subtile, mais importante dans ce pattern de fuite-retour. Il maintient l'illusion du contrôle. Pour quelqu'un qui porte des blessures d'abandon profondément dans son inconscient, le sentiment d'impuissance face à la perte potentielle est intolérable. Enfant, il était impuissant quand sa figure d'attachement disparaissait ou se retirait émotionnellement. Cette impuissance était terrifiante. En créant un pattern où c'est lui qui contrôle la distance, c'est lui qui part et revient selon son besoin, il échappe à cette terreur d'impuissance. Il n'est plus l'enfant passif qui attend que maman revienne. Il est l'acteur de la distance et de la proximité. Cette illusion de contrôle est très addictive psychologiquement.
Elle lui donne un soulagement à court terme de son anxiété profonde, même si elle sabote la relation à long terme. C'est pourquoi ces patterns sont si difficiles à briser. Ils servent une fonction psychologique profonde. Partie 4. Que faire face à quelqu'un qui fuit? Comprendre n'est pas excuser. Avant d'explorer les options, clarifions un point crucial. Comprendre les mécanismes jungiens qui expliquent même sa fuite n'équivaut pas à excuser un comportement blessant ou à accepter un traitement inadéquat. Vous pouvez avoir une compassion profonde pour ces blessures, tout en maintenant fermement que vous méritez mieux. Vous pouvez comprendre ces terreurs inconscientes, tout en exigeant qu'ils prennent responsabilité de leur impact sur vous. Vous pouvez voir la douleur derrière sa fuite, tout en refusant d'être entraîné dans des cycles destructeurs. La sagesse jungienne nous enseigne la compassion, mais elle nous enseigne aussi l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, ce qui inclut l'honneur de ses propres besoins et frontières. Option 1. Rompre la danse de poursuite. Si vous êtes prise dans le pattern poursuite-distance, l'intervention la plus puissante que vous puissiez faire est de cesser de poursuivre. Cela semble simple, mais c'est extrêmement difficile, parce que cela active votre propre anxiété d'abandon. Quand il se retire et que vous ne poursuivez pas, vous devez tolérer l'inconfort intense de ne pas savoir s'il reviendra, de ne pas contrôler l'issue, de faire face à votre propre peur de perte. C'est terrifiant. Mais voici ce qui est magique. Quand vous cessez de poursuivre, vous brisez le pattern. Vous créez un espace nouveau où quelque chose de différent peut émerger. Parfois, confronté à votre absence de poursuite, il doit faire face à ses propres sentiments au lieu de simplement réagir aux vôtres. Parfois, cela catalyse une prise de conscience. Parfois aussi, il ne revient pas. Et aussi douloureux que cela soit, c'est une information précieuse. Si votre non-poursuite est suffisante pour le perdre définitivement, alors la relation n'était pas assez solide pour supporter votre autonomie, ce qui signifie qu'elle n'était pas viable de toute façon. Option 2. Maintenir vos frontières avec compassion. Vous pouvez choisir de rester dans la relation tout en établissant des frontières claires sur ce que vous accepterez ou non. Cela ressemble à « Je comprends que tu as besoin d'espace parfois, et je respecte ça. Mais j'ai aussi besoin de cohérence et de communication. Si tu as besoin de temps seul, dis-le-moi. Ne disparais pas simplement. » Ou « Je peux voir que tu luttes avec l'intimité, et j'ai de la compassion pour ça. Mais je ne peux pas être dans une relation où je ne sais jamais si tu vas être présent ou absent. J'ai besoin que tu travailles activement sur ces problèmes, idéalement avec un thérapeute. Ces frontières doivent être maintenues avec fermeté, mais sans punition. Ce n'est pas « si tu fais ça encore une fois, je pars » avec colère. C'est « je t'aime, mais je m'aime aussi. Et cet amour de moi-même exige que je ne tolère pas un traitement qui érode ma santé émotionnelle. » Option 3. Suggérer le travail thérapeutique. Si vous décidez de rester, une conversation franche sur le besoin de travail thérapeutique est essentielle. Vous pouvez partager ce que vous avez appris sur les patterns jungiens, sur les complexes d'abandon, sur l'anima blessé. Je pense que ce qui se passe entre nous a des racines très profondes dans ton histoire. Je ne crois pas que nous puissions résoudre cela juste par la volonté ou l'amour. Je pense que tu as besoin d'un espace thérapeutique pour explorer ces blessures anciennes. Certains hommes réagiront défensivement
percevant la suggestion de thérapie comme une critique. D'autres, particulièrement s'ils souffrent eux aussi du pattern, seront soulagés qu'il y ait un nom, une explication, un chemin possible vers la guérison. Sa réponse à cette suggestion est informative. S'il refuse catégoriquement de considérer qu'il pourrait avoir un travail intérieur à faire, s'il rejette toute responsabilité, s'il vous blâme entièrement pour les problèmes de la relation, ce sont des signes qu'il n'est pas prêt pour le travail de transformation nécessaire. Option 4. Partir avec amour et clarté. Parfois, la décision la plus sage et la plus aimante pour vous deux est de partir, non pas avec amertume ou blâme, mais avec clarté et compassion. Je t'aime profondément. Je peux voir que tu m'aimes aussi. Mais je peux aussi voir que tu n'es pas capable actuellement de la présence et de la cohérence que je mérite dans une relation. Ce n'est pas de ta faute. Ce sont tes blessures qui parlent. Mais je ne peux pas sacrifier ma santé émotionnelle en attendant indéfiniment que tu guérisses ces blessures. Je dois te laisser partir pour que nous puissions tous deux trouver ce dont nous avons besoin. Ce départ n'est pas un échec. C'est un acte de respect de soi profond. C'est reconnaître que l'amour seul ne suffit pas, que le timing compte, que deux personnes peuvent s'aimer sincèrement et néanmoins ne pas être capables de construire quelque chose de sain ensemble à ce moment de leur vie. Jung nous rappellerait que nous avons chacun notre propre chemin d'individuation. Parfois, ces chemins se rejoignent et s'enrichissent mutuellement. Parfois, ils doivent diverger pour que chacun puisse accomplir son propre travail de devenir. La sagesse de l'amour impossible. Nous arrivons à la fin de cette exploration des mécanismes jungiens qui expliquent pourquoi quelqu'un peut vous aimer et néanmoins fuir. Ce savoir ne rend pas la situation moins douloureuse, mais il apporte au moins la clarté. Sa fuite n'est pas un reflet de votre valeur. Ce n'est pas une preuve que son amour n'est pas réel. C'est la manifestation de blessures profondes, de complexes inconscients, de terreurs primitives qui n'ont rien à voir avec qui vous êtes en tant que personne. Mais cette compréhension ne vous oblige pas à rester, à endurer, à sacrifier votre bien-être. La compassion pour ces blessures peut coexister avec le respect de vos propres besoins. Vous pouvez comprendre pourquoi il fuit et néanmoins choisir de ne plus être disponible pour cette danse. La vérité ultime que Jung nous enseigne est celle-ci. Nous sommes tous blessés, nous portons tous des ombres, nous sommes tous habités par des complexes inconscients. La question n'est pas de trouver quelqu'un sans blessure, cette personne n'existe pas. La question est, cette personne fait-elle le travail de guérison? Est-elle consciente de ses patterns? Est-elle engagée dans son processus d'individuation? Car c'est seulement quelqu'un qui fait ce travail qui peut finalement offrir une présence authentique dans une relation. Si votre personne fait ce travail, alors peut-être que l'attente, la patience, le soutien ont un sens. Mais si elle refuse de voir, refuse de prendre responsabilité, refuse de faire le travail difficile de transformation, alors votre loyauté doit être envers vous-même et votre propre chemin. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Vous ne pouvez pas guérir les blessures d'un autre. Vous ne pouvez qu'être authentiquement vous-même, maintenir vos frontières, offrir votre amour, sans vous perdre dans le processus. Et si cette relation ne peut pas survivre à votre authenticité, à vos frontières, à votre respect de vous-même, alors ce n'était pas la bonne relation,
aussi douloureux que soit cet adieu. L'amour véritable, l'amour mature dont parlait Jung, n'exige pas que vous vous diminuiez, que vous marchiez sur des œufs, que vous deveniez une version édulcorée de vous-même pour accommoder les blessures non guéries d'un autre. L'amour mature est une rencontre entre deux personnes qui ont fait suffisamment de travail intérieur pour pouvoir rester présentes, même dans l'inconfort, pour pouvoir communiquer même dans la peur, pour pouvoir s'engager même dans la vulnérabilité. Le don caché dans cette expérience. Aussi douloureuse que soit cette expérience d'aimer quelqu'un qui fuit, elle porte en elle un potentiel de transformation profonde pour vous. Cette situation vous force à faire face à vos propres complexes. Pourquoi êtes-vous attiré par quelqu'un d'indisponible? Cette question n'est pas un jugement, mais une invitation à l'exploration de soi. Peut-être reproduisez-vous une dynamique familière de votre enfance. Peut-être que son indisponibilité vous protège paradoxalement de votre propre peur d'intimité véritable. Cette expérience vous enseigne aussi vos limites, vos frontières, votre capacité à vous honorer vous-même. Combien de temps pouvez-vous attendre? Combien d'incohérences pouvez-vous tolérer? À quel point êtes-vous prêt à vous tordre pour maintenir une connexion qui ne vous nourrit pas pleinement? Ces questions ne sont pas agréables, mais elles sont essentielles pour votre propre processus d'individuation. En y répondant honnêtement, vous devenez plus clair sur qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous méritez. La transformation possible, quand la fuite cesse. Je ne voudrais pas terminer sans parler de la possibilité de transformation. Car bien que ces patterns soient profonds et tenaces, ils ne sont pas immuables. Jung croyait profondément au potentiel de transformation de la psyché humaine. Quand quelqu'un devient conscient de ses patterns de fuite, quand il commence à voir les complexes qui gouvernent ses comportements, quand il s'engage sincèrement dans le travail thérapeutique de guérison de ses blessures anciennes, la transformation est possible. Ce processus n'est ni rapide ni linéaire. Il y aura des rechutes, des moments où les vieux patterns reprennent le contrôle. Mais progressivement, à travers le travail conscient d'intégration de l'ombre, de guérison des complexes, de réconciliation avec l'anima blessé, un homme peut apprendre à rester présent même dans l'inconfort de l'intimité. Il peut apprendre à reconnaître quand son envie de fuir est déclenchée, à nommer la peur sous-jacente, à communiquer au lieu de disparaître. Il peut apprendre à tolérer la vulnérabilité du besoin, à accepter ses aspects dépendants sans honte, à permettre à quelqu'un d'autre d'être importante sans que cela menace son identité. Mais, et c'est crucial, cette transformation doit venir de lui. Elle ne peut pas être accomplie par votre amour, votre patience ou vos efforts pour le comprendre suffisamment. Elle requiert son engagement actif, son courage, sa volonté de faire face à ses propres ténèbres intérieures. Les signes qu'il est dans ce processus de transformation incluent la reconnaissance de ses patterns. Il peut nommer ce qui se passe. Je réalise que je fuis quand je me sens trop proche de toi. L'engagement thérapeutique actif. Il ne parle pas seulement de changer, il travaille activement avec un thérapeute qualifié. La communication préventive. Au lieu de simplement disparaître, il commence à dire « Je me sens dépassé et j'ai besoin d'espace. Je reviens demain. » La tolérance croissante de l'inconfort. Progressivement,
il peut rester présent un peu plus longtemps, avant que la peur de l'intimité ne le submerge. La responsabilité sans blâme. Il peut dire « Ce que j'ai fait t'a blessé, et j'en suis responsable », sans se défendre excessivement ou rejeter la faute sur vous. Si vous voyez ces signes et qu'ils sont soutenus dans le temps, pas seulement des promesses après une crise, alors l'espoir d'une relation plus saine et plus présente est justifié. Mais ces signes doivent être réels et cohérents, pas de simples paroles dans les moments de retour après une fuite. Votre propre travail intérieur, l'invitation cachée. Pendant que vous naviguez cette situation difficile, je vous invite à utiliser cette expérience comme un catalyseur pour votre propre travail intérieur. Explorez vos propres patterns. Pourquoi acceptez-vous cette situation? Qu'est-ce que cela dit sur vos propres croyances concernant l'amour, la valeur, le mérite? Quelle partie de vous-même avez-vous abandonnée pour maintenir cette connexion? Peut-être découvrirez-vous que vous portez une croyance inconsciente, que l'amour doit être difficile pour être réel. Peut-être avez-vous appris dans l'enfance que vous devez gagner l'amour, le mériter par votre patience et votre sacrifice. Peut-être avez-vous peur que si quelqu'un est pleinement disponible, vous ne saurez pas comment gérer cette intimité. Ces découvertes ne sont pas des raisons de vous blâmer. Elles sont des portes vers votre propre libération. En devenant consciente de vos propres complexes, vous pouvez commencer à les transformer, à créer de nouveaux patterns, à choisir différemment. Jung nous enseigne que nous attirons dans nos vies les situations dont nous avons besoin pour notre croissance. Cette relation douloureuse n'est pas une punition, mais une opportunité, si vous choisissez de la voir ainsi. Le courage de vous choisir. Au bout du compte, la décision vous appartient. Rester ou partir, attendre ou avancer. Continuer à espérer ou accepter la réalité. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a seulement la réponse qui est vraie pour vous, à ce moment de votre vie, avec ce niveau de conscience que vous avez atteint. Mais je vous invite à vous poser cette question avec une honnêteté brutale. Est-ce que je me choisis dans cette situation ou est-ce que je m'abandonne? Choisir de rester peut être un choix de vous-même, si c'est accompagné de frontières claires, de respect de vos besoins, d'un engagement de sa part envers son propre travail de guérison. Mais rester par peur d'être seul, par espoir qu'il changera miraculeusement sans effort, par croyance que vous ne méritez pas mieux, c'est s'abandonner soi-même. Le courage de vous choisir pourrait ressembler à partir, ou il pourrait ressembler à rester avec des conditions différentes, ou il pourrait ressembler à donner un ultimatum aimant mais ferme. Seul vous savez ce que signifie vous honorer dans cette situation spécifique. Mais quelle que soit votre décision, prenez-la consciemment, délibérément, en pleine possession de votre pouvoir. Vous n'êtes pas une victime des blessures d'un autre. Vous êtes l'auteur de votre propre vie, même quand les circonstances sont difficiles. L'amour de soi, le seul amour garanti. Jung nous rappelle que la relation la plus importante que nous aurons jamais est celle avec nous-mêmes. Toutes les autres relations sont secondaires à celle-ci. Si vous sacrifiez cette relation primaire avec vous-même sur l'autel de la relation avec quelqu'un qui fuit, vous perdez votre centre. Vous devenez réactive, anxieuse, diminuée. Et ironiquement, cette version diminuée de vous-même est moins attirante, moins magnétique, moins capable d'inspirer quelqu'un d'autre à faire son propre travail de transformation.
Mais quand vous maintenez cette relation avec vous-même comme sacrée, quand vous vous traitez avec le respect et la douceur que vous offrez si généreusement aux autres, quand vous honorez vos propres besoins et frontières, vous devenez entière, enracinée, magnétique dans votre authenticité. Et depuis cet endroit d'entièreté, vous pouvez offrir de l'amour sans vous perdre. Vous pouvez avoir de la compassion sans complaisance. Vous pouvez rester ouverte sans être vulnérable à la destruction. C'est depuis cet endroit que les relations saines deviennent possibles, soit avec cette personne, si elle fait son propre travail, soit avec quelqu'un d'autre qui a déjà accompli le sien. Le message final. Vous méritez d'être choisi. Laissez-moi terminer avec cette vérité essentielle. Vous méritez d'être choisi pleinement, cohérément, sans ambivalence. Vous méritez quelqu'un qui reste présent même quand c'est inconfortable. Quelqu'un qui communique au lieu de disparaître. Quelqu'un qui fait le travail de guérison de ses blessures, parce qu'il veut être capable de vous aimer pleinement. Vous méritez quelqu'un qui ne fuit pas quand l'amour devient profond, mais qui s'appuie dedans, qui l'accueille, qui le célèbre. Cet amour existe. Ces personnes existent. Et vous n'avez pas à vous contenter de moins simplement parce que vous comprenez les raisons psychologiques pour lesquelles quelqu'un ne peut pas vous l'offrir. La compassion pour ses blessures et l'exigence pour vous-même peuvent coexister. En fait, elles doivent coexister si vous voulez vous respecter et créer une vie amoureuse qui vous nourrit vraiment. Que cette exploration des théories jungiennes vous ait apporté la clarté que vous cherchiez, que vous trouviez le courage de faire les choix difficiles que votre situation requiert, que vous honoriez à la fois votre capacité d'amour et votre besoin de vous protéger, et que vous sachiez au plus profond de vous-même que vous méritez un amour qui reste, qui choisit, qui s'engage pleinement. Car c'est seulement cet amour-là qui mérite votre présence précieuse et votre cœur magnifique. Vous êtes digne, vous êtes suffisante, et vous méritez d'être aimée de la manière dont vous offrez l'amour, pleinement, courageusement, sans réserve. Que votre chemin, quel qu'il soit, vous mène vers cette vérité.